certains joueurs râlent parce qu'on fait 2-3 mêlées en opposition. Je pense qu'ils n'auraient pas été prêts de se faire coacher par Didier, parce que Didier, c'était pas 2-3 mêlées, c'était 2-3 heures de mêlées. À l'âge de 6 ans, donc c'était l'école de rugby de plusieurs villages. On était regroupés autour de Céré. Et du coup, j'ai fait 1 an ou 2 ans et après j'ai voulu changer de sport. Et après j'y suis revenu à l'âge de 10 ans aussi, parce que grâce à l'école en fait. Et on avait un éducateur qui était venu nous apprendre le rugby. Et là, du coup, j'ai repris goût à l'âge de 11-12 ans de me relancer dans le rugby. Et là, je l'ai plus quitté jusqu'à aujourd'hui. Pas nostalgique, mais j'aurais aimé des fois peut-être appuyer sur pause et savourer un petit peu plus. Ce qui fait la force, c'est que j'ai énormément d'amis de cette époque-là, donc on en parle souvent et ça me remet souvent les pieds sur terre, donc c'est bien de savoir d'où on vient. Mon plus beau geste, c'est le lancer. C'est quelque chose que j'ai énormément travaillé. C'est un geste que j'ai répété, je sais pas, peut-être des milliers de fois. Pour moi, c'est ce qui caractérise souvent le talonneur. Il faut sortir de ce contexte-là, mais c'est vrai que c'est souvent catalogué dans ce sens-là. J'ai dû en envoyer un paquetage quand même de pizza. Il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en jeu. C'est pas comme le buteur qui n'arrive pas à mettre le ballon au milieu des poteaux par rapport au vent ou quoi. Nous, il y a tellement de paramètres qui rentrent en jeu que des fois, même les choses les plus faciles comme un bloc de saut devant où le sauteur n'a pas de contre, on va pas arriver à le faire. Durant ma carrière, j'ai rencontré Gonzalo Quesada en équipe de France et lui, il m'avait donné de très bons conseils en fait pour le lancer en fait. À partir de ce moment-là, c'est vrai que je m'en suis servi comme levier pour essayer de comprendre vraiment ce qu'était un lancer et justement pour éviter d'envoyer de plusieurs pizzas. Parce qu'on fait pas le même sport, tout simplement. Nous, souvent, l'entraînement, c'est souvent des phases de contact, des phases de combat, que ce soit des mêlées, des touches, c'est souvent en opposition, c'est souvent très dur. Et juste à côté de nous, on voit les trois quarts, eux, faire des touchés de main, rigoler haut et fort, même des fois se permettre de nous chambrer. Donc voilà, c'est souvent, comme on dit, c'est une salle, deux ambiances. Et j'espère un jour qu'il y aura un petit match avant contre trois quarts, en fait 15 avant contre 15 trois quarts pour voir quelle serait l'issue du match et comment il ressortirait. Donc je pense que c'est un beau défi à faire. Non, j'ai toujours été assez transparent. Devant les journalistes, j'étais souvent très déçu. Et ça se voyait sur mon visage, mais quand on est compétiteur, c'est la base en fait de ne pas être content quand on perd. Il faut haïr la défaite. Et en tout cas, je jouais pas de rôle ou j'étais pas un acteur comme certains peuvent l'être derrière les journalistes. C'est dur parce que l'un c'est personnel, mais dans le collectif, et l'autre c'est collectif, c'est une expérience qui nous a marqué à vie et qu'on se rappelle aussi parce que souvent quand on a la chance de jouer des finales après et qu'on les perd, on se rappelle la difficulté que ça a été de le gagner. Et j'ai eu la chance de gagner des titres partout où je suis passé, dans tous les clubs où je suis passé, donc ça c'est quelque chose de très fort pour moi. Mais après voilà, l'équipe de France c'est sacré parce que moi qui issu de l'immigration espagnole, que mes grands-parents sont remontés à peu près dans les mêmes années par rapport à la guerre espagnole de Franco, à représenter la France en être le capitaine par rapport à une terre qui les a accueillis, c'est fort au niveau historique. Donc c'est dur de choisir, je peux pas choisir en fait, c'est les deux ou rien. On m'a souvent posé la question, mais je suis toujours resté pudique. C'est quelque chose que j'ai pas envie de dévoiler ou de partager, c'est quelque chose que je fais unanimement dans le vestiaire avant de rentrer à un match et bien sûr dans ma vie au quotidien. J'ai mes convictions, mais j'aime pas les revendiquer, j'aime pas les crier haut et fort. C'est quelque chose qui est très personnel et qui m'a suivi toute ma carrière. Non, je lui demande jamais de gagner ou de prendre part sur un résultat ou quoi que ce soit parce que c'est pas comme ça qu'il faut le concevoir.
mais je lui demande de m'aider au quotidien pour être le meilleur et la meilleure personne que je suis. Donc voilà, après, jamais je fais part par rapport aux résultats, parce que c'est pas comme ça que ça se passe dans la religion, dans la foi dont je perçois, et je t'en ai déjà presque trop dit pour moi. Phase d'adaptation assez facile. Surtout, ce qui m'a secoué, c'était les premières fois en mêlée avec Didier Sanchez sur le Jouk à Bompas. Je me rappelle encore, et voilà, quand je te parle de personnes qui te marquent à vie, Didier en fait partie forcément. Je l'ai eu de cadet jusqu'à toutes les catégories jeunes à Perpignan. Je l'ai eu en première aussi, et voilà, je pense qu'on s'en rappelle encore. Et quand je vois des fois que certains joueurs râlent parce qu'on fait 2-3 mêlées en opposition, je pense qu'ils n'auraient pas été prêts de se faire coacher par Didier, parce que Didier, c'était pas 2-3 mêlées, c'était 2-3 heures de mêlée. Je fais souvent référence, quand je parle de la mêlée, que les pauvres ne comprennent pas ou sont novices un petit peu dans le rugby. En fait, c'est la référence auquel je fais, par rapport au talonneur qui est le bras en croix et qui a les 2 piliers à côté de soi. C'est aussi pour ça qu'on est aussi proche des piliers. C'est que sans eux, on risque énormément. On peut même risquer notre vie ou un accident très très grave. Et également, il y a les personnes derrière nous qui poussent. Et c'est pour ça qu'il faut avoir une confiance intime et énorme au niveau des gens qui vous entourent. Et souvent, voilà, c'est un groupe très très fermé, en fait, le 5 de devant, où on sait avec qui on peut rentrer en mêlée, et on peut presque fermer les yeux et garder les bras en croix. Mes débuts, sérieusement, j'étais très timide et très réservé. Je parlais quasiment jamais. C'était pas mon rôle, c'était pas à moi de le faire. Donc je restais à ma place. J'ai mis énormément de temps à vraiment m'ouvrir et à prendre la parole et à dire ce que je ressentais. Et après, ça s'est fait naturellement, en fait. Voilà, moi, je suis toujours naturel, donc un peu chaud, forcément, en tant que Catalan. Et voilà, j'essaie d'apporter un maximum de confiance avec les joueurs avec qui j'ai à côté et avec qui on est prêt à rentrer sur le terrain. Donc voilà, le plus important, en fait, c'est de connaître les joueurs qui sont à côté de vous. Et les 3/4, je les motive pas trop parce qu'ils sont dans notre monde. Le contexte qui était vraiment délicat aussi au niveau de la fédération, avec les clubs, avec la ligue. En interne dans la fédération, ça a toujours été compliqué, mais ce qui est le plus dur et le plus dérangeant, c'était que ça manquait un petit peu de régularité, de constance. Donc forcément, après, avec les mauvais résultats, on est obligé de faire des choix et souvent de relancer aussi les concurrents. Et en fait, ça permettait pas d'asseoir de la confiance et en fait, c'est un cercle vicieux qui tourne et qui ne s'arrête jamais. Donc on peut pas dire qu'on a été sacrifié, mais par moments on a été presque testé, en fait, pour voir ce qui pouvait marcher de mieux. Souvent il y a des joueurs qui ont fait office de tampon et de fusible, donc voilà, c'est toujours délicat, dérangeant, parce que je suis presque un des seuls qui est resté pendant cette période délicate. J'ai vu beaucoup de personnes passer et beaucoup de personnes œuvrer. Et je m'efforce à garder mon petit calepin toujours aussi secret à la maison où j'ai beaucoup de notes et que peut-être je rouvrirai un jour. Non, je suis vraiment plus content pour eux que c'est vraiment avoir des regrets. Je suis très très content pour tous les joueurs qui jouent. En plus, ce qui est bien, c'est qu'au moins, peut-être les 3/4 de l'équipe, je les connais, je les ai côtoyés, je les ai vus aussi commencer. Donc voilà, c'est quelque chose de beau, de fort aussi. Il y a pas loin d'une semaine ou deux, sur une conférence, c'est vrai qu'ils ont remis le fameux discours que je n'avais pas revu de la Coupe du Monde et du match contre le Pays de Galles. J'ai l'impression que voilà, ce que j'ai eu dit, c'est en train de s'avérer et que ça montre qu'on a toujours eu d'énormes qualités, sauf qu'aujourd'hui, ils les mettent vraiment au service du collectif et surtout ils arrivent à avoir des résultats probants. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure que le tournoi qui arrivait allait être alléchant et quand on voit que le Nord a dominé autant l'hémisphère Sud, je sais pas si c'est arrivé depuis de nombreuses années, mais ça va être un sacré tournoi et je pense que ça va encore plus alimenter le sujet de la Coupe du Monde 2023.
discours où on avait passé 4 mois très intenses, comme quoi j'avais dit que une histoire de Coupe du Monde, ça marquait à vie. On s'en rappellerait toute notre vie, on se remémorerait même les moments passés, parce qu'il y a eu pas mal de conneries entre guillemets, il y a eu des bons moments, des moments aussi de doute un petit peu, des moments confus. La préparation de Coupe du Monde, c'est tous les 4 ans. Et j'ai eu la chance d'en faire 3, et je me rappelle des 3 comme c'était hier. Je me suis pas trop trompé aussi sur le fait qu'on avait des qualités, comme j'ai dit, et qu'on avait surtout mangé le pain noir, et j'ai l'impression que le pain est au four pour le prochain tournoi de destination. Alors c'est vrai que dans ma carrière, j'ai connu des piliers qui vouaient à rechercher, faire des choux-fleurs dans leur propre chambre, dans les centres de formation, pour ressembler à de vrais piliers. Donc ils se mettaient des coups exprès justement pour que ça gonfle. Et du coup, moi j'ai pas eu la chance de le faire, j'ai pas eu besoin du moins. C'est pour ça aussi que je joue avec le bandeau. C'est que j'ai eu une oreille, un chou-fleur, mais plus en fait, où j'ai eu le conduit complètement bouché. Et je m'étais fait opérer du coup avec le scalpel. Douleur affreuse, obligé de mettre les compresses, me les suturer pour pas que ça regonfle en fait. Et du coup après cette opération, j'ai été obligé de jouer en fait. Je m'étais fait opérer le mercredi ou le jeudi, affreux, douleur affreuse. Et là du coup on a quasiment tout essayé. Et là, il y a même un docteur qui a subitement voulu me proposer de mettre un casque de water polo, en fait, en dessous du casque de rugby. Sauf que là, j'ai explosé de rire. Je lui ai dit mais que c'était pas possible, parce que sérieusement, j'aurais ressemblé à... Tu me vois, c'est la soupe aux choux, quoi. Et du coup, système D, on trouve une solution. Donc je fais le strap. On coupe une balle de tennis en 2. Donc je mets la balle de tennis par-dessus pour pas que les poings s'arrachent en fait avec la compresse. Donc là je remets du strap, et en plus de ça, pour bien protéger, je mets le casque là. Sauf que du coup j'ai la tête complètement difforme comme ça, le casque comme ça, de travers. C'est pour ça aussi que je m'oblige aussi, et je le fais après maintenant naturellement, mais jouer avec le bandeau pour éviter que ça regonfle, et ça m'a servi de leçon au niveau de la douleur. Donc c'est pour ça qu'au tout début je bandais qu'une oreille, celle-là. Et qu'après par la suite j'ai bandé les deux, et ça m'a suivi toute ma carrière. Donc j'ai fait pas mal de bandeaux d'élasto pour protéger ces petites oreilles qui aujourd'hui sont plutôt en bon état, et c'est ça le plus important. Maintenant, à part se pousser et faire touche-touche, il n'y a pas grand-chose. C'est celui qui pousse le plus en fait. J'ai connu une autre époque où j'ai pris quelques marrons quand j'ai commencé. Je peux te dire que quand tu étais jeune, tu avais peur de commencer un match en première, parce que tu savais que tu pouvais ramasser dans tous les sens. Mais ce qui est bien, c'est que j'ai connu les deux moi. Donc voilà, maintenant je sais que jamais, ou très très peu, ça va partir en vraie bagarre. Donc c'est celui qui pousse le plus fort, et il faut essayer plus de séparer qu'autre chose. Donc ça me fait plus sourire à chaque fois qu'autre chose. Je vais être chauvin et je vais te dire, c'est le stade d'Arles-sur-Tech, le stade où tout a commencé. J'aime bien en parler. C'est un stade qui est exceptionnel pour moi. C'est là où j'ai grandi, c'est là où j'ai fait les premiers matchs, on va dire les plus intéressants en cadet, 15 contre 15. C'est un stade qui a marqué ma jeunesse. J'ai fait tellement de stades durant ma carrière que ça serait dur de tous les citer. Ce qui est sûr, c'est que j'ai des souvenirs partout. Et forcément, le stade pour moi qui a marqué un petit peu, et qui a fait ce lien entre ma jeunesse à l'âge de cadet, où j'étais encore à Arles-sur-Tech, et que j'allais basculer du côté de Perpignan, c'est ce stade Gilbert Brutus où il y a ce quart de finale USAP Castres en 98, où il y a l'épopée 98 où ils vont jusqu'en finale. C'était la première fois que j'allais voir un match de l'USAP. Et l'ambiance qui avait régné sur ce match-là, le nombre de drapeaux catalans, la fête qui avait suivi après, quand t'as 15 ans, c'est ce qui te fait rêver. C'est ce qui m'a permis, et ce qui m'a donné envie d'y croire, et de vouloir faire cette carrière de rugby, et de jouer pour mon club Perpignan. Je pourrais tous les citer parce qu'ils m'ont tous marqué de mon plus jeune âge, à partir de cadet, un âge où on découvre le rugby, minime, Benjamin, tout ça, c'est des moments forts. Mais après, celui-là qui m'a forcément marqué, c'est par rapport à Bernard à Toulon. C'est vrai que j'étais un petit peu impressionné quand même. C'était un rendez-vous, on va dire un entretien normal, donc pour savoir si j'étais motivé pour
pour les rejoindre. Et ce que j'ai ressenti à l'issue de ce rendez-vous, c'était quelque chose de très très fort. Et ça m'a vraiment donné envie et ça m'a motivé pour la suite. Et j'ai senti directement ce que je savais de lui en fait, parce que j'avais eu la chance de le côtoyer un petit peu en fait quand nous on était en moins de 21 et qu'on a fait des entraînements, des oppositions avec l'équipe de France, où on voyait un coach dévoué, avec une grosse personnalité. Et du coup, j'ai pas été déçu parce que dès que je suis arrivé, il a été vraiment très poignant et très saisissant et de vivre ce que j'ai vécu avec lui pendant 2 ans. J'en ai presque voulu qu'il se présente à la Fédé en fait parce que moi je le voyais plus un homme de terrain et j'aurais aimé continuer avec lui. Et forcément après il y a ce passage où j'ai eu la chance de commencer avec Guy Novès. Je pense que j'ai connu peut-être les 2 meilleurs entraîneurs français qui ont eu un palmarès assez incroyable et qui ont eu des résultats vraiment qui frôlent la perfection. Et surtout j'ai beaucoup appris à leur côté et je sais aussi pourquoi ils ont gagné en fait. Et ça c'est ce qui fait la force et ce qui me permet aussi aujourd'hui de ressortir grandi en fait. Et voilà, c'est des moments inoubliables et même si on les croise pas souvent ou pas assez souvent, ce qui est bien c'est quand on se revoit, on se remémore de bons moments et du coup moi c'est ce qui fait ma force et ce qui fait la force du rugby. C'est quelqu'un qui m'a énormément apporté quand entre guillemets il a lancé ma carrière où il est arrivé à Perpignan et on a réussi à gagner en 2009 et ensuite il a repris l'équipe de France et ça s'est pas super bien passé. Je m'attendais à ce que ça se passe un peu mieux. Si je le revois, je peux lui dire bonjour quand même, il n'y a pas de souci avec Jacques. C'est difficile d'en parler, mais c'est vrai que durant 1 an à Toulon, j'ai pas eu l'impression de le connaître aussi et de travailler avec lui. C'était particulier, c'était vraiment spécial. Et après, il y a eu cette épopée en équipe de France durant la Coupe du Monde où il avait un rôle assez extérieur et c'est vrai que qu'il n'y avait pas non plus de relation. Donc en fait de compte, comme si je le connaissais pas trop. Donc du mal à me faire un avis sur Fabien, donc je préfère pas trop en parler. Ouais, c'était particulier, c'était un moment pas très très agréable, mais heureusement que j'avais des lieutenants à côté de moi et je me suis senti épaulé justement à travers cela et ça m'a servi pour la suite. Justement, j'ai essayé de mettre mon cas personnel de côté parce que forcément j'étais un petit peu déçu et j'ai fait en sorte qu'à ce moment-là la performance soit la plus importante et pas mon cas personnel. Forcément déçu par rapport aux hommes qui t'entourent, mais ce que je te dis aussi, et ce que je te disais tout à l'heure, c'est que dans la difficulté, dans la crise, tu sais à qui tu peux faire confiance ou pas. Et ça c'est valable dans la vraie vie aussi. Parce que c'est quand tu es souvent dans la difficulté ou même dans la maladie souvent que tu t'aperçois des vraies personnes avec qui tu peux faire confiance. Donc voilà, c'était pas non plus très très agréable, mais c'était plus décevant qu'autre chose. Donc voilà, ça m'a servi pour la suite et ce qui est sûr et ce qui est important, c'est que ça m'a pas desservi à moi personnellement. Et je te dis, des fois il faut tracer son chemin et pas regarder tout ce qui se passe à côté. Ça fait partie de mon petit calepin que j'ai noté tout ce qui s'est passé et que j'ai soigneusement gardé à la maison. Ce qui va me manquer, c'est la vie de groupe. Hein. Quand on vit, on s'en rend pas forcément compte et c'est pour ça aussi que certains joueurs ont du mal après le rugby. Souvent, on se rend pas compte de la chance que l'on a d'être encadré en fait. On a 60 personnes qui sont autour de nous chaque jour. Je comprends le staff. Donc une quarantaine de joueurs et une vingtaine de personnes 20 personnes du staff. On vit en communauté et que d'un seul coup, on va vivre mais différemment et c'est ce qui va manquer le plus en fait, c'est que tu as toujours quelqu'un avec qui tu peux aller boire un coup, tu peux aller manger au resto, tu peux faire quelque chose de différent que du rugby en fait, où tu as toujours un cercle d'amis proches.
Et ça, c'est pour ça que je vais le compenser avec mes amis qui me manquent à Perpignan, parce que voilà, même si on a nos vies respectives de chaque côté, qu'on a les enfants, qu'on a beaucoup de choses à s'occuper, à régler, j'espère qu'on prendra toujours le temps de vivre ensemble, parce que c'est ce qui est le plus dur souvent pour les rugbyman quand ils arrêtent. En fait, c'est d'un seul coup être un petit peu vécu comme le néant, où on se retrouve tout seul. Et justement, si vous n'avez pas préparé, c'est là où ça peut être délicat. Donc j'ai fait en sorte que je ne pense pas qu'on sera 60 au quotidien, mais qu'on soit une bonne poignée toujours ensemble, et qu'on vive bien ensemble, parce que c'est le plus important d'être bien encadré, et de retrouver la famille va faire le plus grand bien. Non, sûrement ça va. Et si jamais on veut partir à un endroit où vous n'avez pas mis les caméras, on va dans les douches. C'est souvent pas filmé, c'est souvent le vestiaire qui est filmé, pas les douches. Et je trouve que c'est pas intrusif, c'est des fois des bons moments de pouvoir faire ressortir tout cela, même si j'en ai voulu au caméraman de TF1 quand il avait ressorti le fameux discours. Je me suis aperçu que d'autres personnes ont pu percevoir un aspect différent de moi, de ma personne, et comment je pouvais être aussi en tant que capitaine. Donc il faut voir un petit peu le bon côté des choses et tirer des enseignements. Mais parce que moi je suis très, très pudique, très réservé, et là c'était rentrer au plus profond de moi-même dans les derniers recueillements, donc derniers moments forts. Et du coup je me sentais un petit peu lésé, et du coup un petit peu trahi, parce que voilà, je voulais que ça reste en interne, mais en fin de compte, je n'ai pas voulu longtemps, parce que je me suis aperçu que ça a donné un autre regard, et un petit peu, et ça venait aussi montrer un autre visage que certaines personnes n'avaient pas de moi. Souvent, on découvre certaines personnes, je ne citerai pas des noms, mais c'est vrai qu'il y a certaines personnes qui sont très timides et réservées, et qui peuvent avoir un deuxième visage lors des soirées ou lors des troisième mi-temps. Et souvent, c'est des moments qu'on aime bien, parce que c'est des moments de fête ou de joie, et on rigole beaucoup, voilà, parce que on est quand même des sacrés artistes, et on aime quand ça déconne et quand ça fait des conneries. Donc souvent, après la troisième mi-temps et après la fête, il y a souvent des petites conneries qui s'improvisent, et ça, c'est quelque chose qui m'a bien suivi durant ma carrière. Donc j'en ai à l'appel, et non, mais c'est souvent comme ça que l'on crée des liens. Et je repense forcément l'année dernière, quand on était dans le dur, qu'on était dans la difficulté, qu'on se posait des questions pour le maintien, et du coup on se regroupait avec le back-office et pas mal de joueurs dans la petite buvette improvisée là-bas au fond des poteaux, chez Sissou, et voilà, on buvait des coups ensemble, même si on était dans le dur, et il y avait toujours cet espoir-là, et voilà, je sais pas si c'est que grâce à ça ou à cause de ça, mais après, voilà, quand on a eu la chance de faire le parcours qu'on a fait sur la deuxième partie de saison, ça nous a fait prendre conscience que quand on le voulait, on arrive à faire de très belles choses, et ça nous a même donné des ailes sur le début de cette année, donc tant mieux. Mais après, voilà, c'est pas parce que vous allez faire la troisième mi-temps que vous allez être forcément bon sur le rugby. Je suis quelqu'un de discret, mais à la fois ouvert, et je peux tout vous dire. Donc voilà, moi je suis quelqu'un de très modeste, très simple, et je prends énormément de plaisir quand je rencontre des gens qui soit me témoignent de ce qu'ils ressentent sur moi, ou même quand ils connaissent pas le rugby, et qu'il faut essayer de leur faire prendre conscience un petit peu de ce qu'est ce sport et de ce qu'il représente. Donc voilà, moi je joue pas de rôle, et je suis quelqu'un de simple, c'est ce que j'ai envie qu'on retienne. Ce qui est sûr, c'est que je vais me reconvertir dans un nouveau métier au niveau de l'assurance.
Aussi ça fait partie de la remise en question de savoir si je vais réussir à me former encore malgré mon âge et malgré tout ce que j'ai traversé, d'apprendre un nouveau milieu. Et du coup, je pense que j'aurai un œil forcément sur le rugby parce que c'est toute ma vie, donc je peux pas tirer un trait et j'aime tellement ça. Pour moi, c'est prendre un peu de recul, mais voir le rugby différemment. Et voilà, on ne sait pas de ce que l'avenir est fait, donc je m'efforce à dire de jamais dire jamais. Pour le moment, le rugby restera en tant que passionné. Et s'il faut, je sais pas, mon fils voudra faire du rugby quand il sera un peu plus grand, parce qu'il a que 3 ans. On va voir de quoi l'avenir sera fait.